Là maintenant, on va passer au feuilleton de Sakurajima. Alors, donc, comme je l'ai dit au début de ce stream, c'était déjà il y a très longtemps. C'est un site, plouf plouf. Ce site s'appelle Nouvelles du Japon. C'est un site qui a été créé par une traductrice que vous allez voir d'ailleurs pendant la lecture des épisodes de Sakurajima. Elle s'appelle Myriam Dartois Ako. Ce site, en fait, permet à des auteurs contemporains japonais de présenter des textes et à des traducteurs du japonais vers le français, des traducteurs français, de traduire des textes contemporains. Et c'est vraiment un site très intéressant que je vous invite à visiter. Le lien est en commentaire de cette vidéo. On va commencer par le premier épisode. C'est Stéphane Ferrandez qui le raconte. Stéphane Ferrandez est un conteur français que j'ai rencontré au Japon il y a quelques années. Il était venu avec Sandrine, sa compagne, qui est aussi son binôme artistique et sa metteur en scène. Ils étaient en résidence à la villa Kujoyama à Kyoto, justement. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est des gens assez extraordinaires qui ont fait un travail formidable sur le conte sous toutes ses formes, et ils sont venus au Japon justement pour travailler sur le rakugo qui est donc, on s'amuse à dire ici, l'équivalent du stand-up, mais assis. Et voilà, c'est Stéphane. Alors attendez, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux. Cette nuit avec vous tous et de soutenir la famille de Tiffen. J'ai choisi de lire le feuilleton Sakurajima. Sakurajima. Auteur Umezaki Haruo. Traducteur Chris Bellois. Sakurajima. Premier épisode. Au début de juillet, je me trouvais à Bonotsu. C'était ici que jadis, nos ambassades prenaient la mer pour aller en mission dans la Chine des Tang. Je m'occupais des transmissions de la base, située dans le col qui surplombait ce joli petit port. J'étais cryptographe. Chaque jour, je descendais de la falaise pour aller pêcher. J'allais cueillir des myrtilles dans la montagne. Et je bavardais avec l'employé du bureau de poste de Bonotsu qui passait par le col, matin et soir. Aux yeux d'un observateur extérieur, je passais mes journées bien tranquillement. Il y avait peu de télégrammes, 1 ou 2 par jour, parfois aucun. Dans mon existence quotidienne, je commençais à avoir la sensation presque douloureuse qu'un étau invisible se resserrerait progressivement autour de moi pour m'étouffer. Tendu, avec l'impression de grincer constamment des dents, je m'abrutissais de divertissement. Une fois par jour, sans exception, les avions de l'armée américaine passaient en grondant au-dessus du col. Quand on levait la tête vers eux, leurs ailes, gorgées de la lumière du début d'été, étincelaient de façon menaçante, comme des couteaux. Un matin, un message arriva. Je sortis le recueil de codes de la Marine New pour le décrypter. Second maître Murakami affecté à Sakurajima. Retour immédiat au QG de Taniyama pour rapport. M'en relève. Le quartier-maître de première classe Tagami arriva dans l'après-midi. Cette nuit-là, je coupais mon alcool avec de l'eau et me saoulais copieusement en solitaire. Alors que je marchais sur le chemin du col, ivre mort, je trébuchais avant de dégringoler de la falaise sur 2 bons mètres. Ma paupière, coupée, saignait beaucoup. Couché sur le dos dans mon fossé, je fixais la lune dont la pâleur était effrayante. Ivre et la conscience en lambeaux, je me lançais dans la poursuite désespérée de quelques tristes chimères. Le matin suivant,
je reçus des soins sommaires pour ma paupière à l'infirmerie, puis quittai le col. Il me fallait aller à pied à Makurazaki. Le paysage de Bonotsu, que je ne reverrais plus de ma vie, me semblait terriblement plein de vie. Je me retournais encore et encore pour embrasser du regard le panorama. Pourquoi ce paysage était-il si vivant et animé? Je réfléchissais, sentant une amertume mordante en moi. De tout ce que j'avais pensé et ressenti dans cette base, cela seul était-il réel? Même si quelque part le sentimentalisme de cette séparation déformait probablement ma vision. Je pris le train à Makurazaki, qui me mena dans une petite ville. Là, je devais prendre un bus. Mais il n'y en avait qu'un par jour, et j'arrivais après son passage. Il me restait la solution de héler un camion de l'armée pour me faire emmener. Cependant, trop apathique, même pour cela, j'allai dans une auberge du centre de la ville. Je pris ensuite un repas. Alors que je me tenais sur la véranda, contemplant les couleurs du crépuscule, un jeune officier de marine qui passait par là m'adressa la parole. Je lui parlais de la raison de mon voyage, puis je l'accompagnai dans sa chambre et bavardai pendant un certain temps en grignotant des haricots grillés. Il se présenta comme l'enseigne de vaisseau de première classe Tani, commandant l'unité d'observation composée de volontaires qui se trouvait au sommet de la montagne, Bonotsu. C'était un homme de petite taille, costaud et avec de grands yeux. Il devait avoir environ 23 ans. Il me raconta que l'autre jour, quand Hakata avait été bombardé, il se trouvait au QG de l'attaché militaire de la ville. Il me parla de ce qui s'était alors passé. Hakata était mon pays natal, et mon cœur souffrait en pensant à mes vieux amis. Mourir d'une belle mort? Dire qu'on veut mourir d'une belle mort. C'est rien que du sentimentalisme, pas vrai? Me dit l'enseigne Tani en recrachant la cosse de ses haricots, le regard braqué sur moi. Le soleil se coucha. Je décidai de rester pour la nuit. L'enseigne Tani ayant proposé d'aller s'amuser, nous quittâmes l'établissement pour un bordel situé derrière la gare. Le lieu indiqué par la servante de l'auberge se trouvait sur un chemin sombre, entouré d'une clôture. C'était une misérable maison individuelle qui ne ressemblait même pas à un bordel. Une locomotive passait lentement au pied de la falaise devant la façade, crachant des flammes rouges par sa cheminée. Brusquement, des étincelles jaillirent sur la voie ferrée. Une couche d'épais nuages semblait suspendue dans le ciel sans étoiles. Il n'y avait qu'une seule prostituée. Il n'y avait pas d'alcool. À l'initiative de l'enseigne Tani, je préparais des pailles pour tirer au sort. Coucher avec une femme dans un endroit comme celui-là était bien triste. Aussi, j'espérais tirer de la plus courte paille, mais je tombais sur la plus longue. L'enseigne Tani but seulement une tasse de thé, me salua laconiquement et se leva en riant. Un moment plus tard, j'entendis le son de ses bottes sur les pavés entre le vestibule et le portail, tandis qu'il s'éloignait. Encore un moment, et la fille entra dans la chambre. Elle n'avait pas d'oreille droite. J'étais pleinement conscient que ce serait ma dernière occasion de prendre du bon temps avec une femme. Quand je serais à Sakurajima, les sorties ne seraient plus permises. Ce qui m'attendait, c'était un travail où il me faudrait me reposer chaque fois que j'en aurais l'occasion, s'il y en avait. Je m'assis à la fenêtre et contemplais la prostituée sans rien dire. Elle servait à nouveau du thé, en cherchant sans cesse à me cacher la moitié de son visage. Soudain, une émotion intense et inconnue, ressemblant à de la colère, me transperça avec violence. Pas avoir d'oreille, ça doit être bien pratique pour dormir sur le côté, hein? Ces mots, je brûlais d'envie de les lui lancer d'un ton brutal. J'étais pour ainsi dire désespéré à m'en arracher les cheveux. C'était pas que je cherchais à humilier la fille. Si ces paroles sortaient de ma bouche, c'était certain. Chaque syllabe se retournerait contre moi et me frapperait le cœur, telle une épée tranchante. Mais, même sans les prononcer, ne m'étais-je déjà pas blessé? Ce que je voulais, c'était m'humilier moi-même. Une telle humiliation, n'était-ce pas le cadeau de départ le plus approprié pour moi?
Moi, qui sans avoir même connu le doux amour d'une femme de toute ma vie, devais m'en aller mourir sur une terre étrangère après avoir complètement gâché ma jeunesse. Assis près de la fenêtre, je regardais fixement le bon profil de la fille. Tu me fais peur. Afin de fuir mon regard, elle détourna un peu la tête. J'eus l'impression qu'elle tremblait imperceptiblement. Un instant, la partie droite de son visage se découpa dans la faible lumière de l'éclairage intérieur. Sa joue continuait, en dessous de là où ses mèches s'arrêtaient. L'endroit où il aurait dû y avoir une oreille était semblable à la partie de certaines plantes dont on avait retiré le fruit, pâle et lisse. Qu'est-ce qui arrive à ta paupière? Je suis tombé de la falaise. Tu ne t'es pas raté, non? Je me levai et ôtai ma veste. Puis le temps passa. Pendant ce court moment où, sans aucun plaisir, je pris seulement conscience du délabrement de mon propre corps, mon esprit vagabondait ailleurs. J'étais arrivé dans cette ville à bord d'un petit train. Tout le lendemain matin, je monterais dans un bus et je m'en irais. De ma vie, ce serait la première et la dernière fois que je visitais ce lieu. Quel genre de point final la nuit passée dans ce misérable bordel mettrait-elle à ma jeunesse? Tout en écoutant tristement le bruit du train de marchandises passant sous la fenêtre, je discutais avec la prostituée. « Sakolajima ?» me demanda-t-elle, son visage contre mon torse. « C'est un bel endroit. Les fruits y poussent toute l'année. Si tu y vas maintenant, il y aura des poires et des tomates. Je crois que c'est trop tard pour les neiges. Tu sais, je suis soldat. C'est pas parce qu'il y a des fruits que je peux en manger. Comme ça. Tu vois? Oui, c'est vrai. Oh, ça me fait de la peine pour toi. Oui, vraiment. » La fille releva la tête, partant d'un rire impulsif. Mais elle s'arrêta immédiatement à rire et me fixa. Et ensuite, tu vas mourir là-bas, non? Oui, je mourrai alors. C'est pas bien comme ça? Elle me scruta pendant un moment, puis comme elle ne parlait à personne de particulier, comme si elle ne parlait à personne de particulier, elle lâcha soudain. Je me demande quand ils vont débarquer. Probablement bientôt. Oui, très bientôt. Et tu vas combattre, c'est ça? Tu vas combattre et mourir, c'est ça? Je ne répondis pas. Dis, tu vas mourir, pas vrai? Comment tu vas mourir? Allez, dis-moi. Quel genre de mort ce sera? J'écoutais le bruit du vent qui semblait souffler à travers ma poitrine. J'avais sous les yeux le visage de la prostituée, marqué d'une expression étrangement sérieuse. Jusqu'à ce que cet instant arrive, il n'y avait aucune raison que je sache quelle mort j'allais avoir. La mort me parut à cet instant curieusement familière. Malgré le frisson d'un pressentiment sinistre et profond qui me parcourut l'échine, je pris un air impassible et rendis son regard à la fille. Pas de question désagréable. Dans son visage terne, semblable à du papier, ses yeux seuls me transperçaient de façon inquiétante. Elle appliqua la moitié droite de sa tête contre l'oreiller. Sa petite figure me paraissait faire la taille d'une grosse mandarine. Arrêtons de parler de choses malheureuses pour nous deux. Mais je suis malheureuse. Oh oui, malheureuse. Je crus voir les yeux de la fille s'emplir de larmes. Je fermai les yeux. Un sentiment de tendresse douloureux et irrépressible monta en moi. Avec l'envie de serrer les dents pour supporter la douleur, j'effleurai sa joue. Le deuxième épisode est lu par Étienne Barral. Étienne Barral, c'est un ami qui vit au Japon depuis très très longtemps, même encore à peu près aussi longtemps que moi, sur une trentaine d'années passées. Et il fait beaucoup de choses. Il est consultant, journaliste, photographe, narrateur. Il fait beaucoup de choses. Et donc par amitié, il a lu le deuxième épisode. À midi le jour suivant, j'arrivai à Taniyama sous une pluie fine. L'intérieur de l'abri suintait d'humidité et l'air était vicié. La salle de cryptage était tout au fond.
J'ôtais ma lourde casquette militaire gorgée d'eau, et j'entrais en me courbant pour ne pas me cogner aux poutres. À cause de la forte chaleur dans la pièce, j'avais beau essuyer sans cesse mes lunettes, elles se recouvraient continuellement de buée. J'eus un entretien avec le chef cryptographe, Tanagokoro. Tu pars immédiatement pour Sakurajima. Ils n'ont pas de sous-officier cryptographe là-bas. Ils n'en ont pas un seul. Il est à l'hôpital de Kirishima, pour dysenterie. J'y vais de ce pas. En quittant la salle de cryptage, je vis des sous-officiers et des soldats que je connaissais de vue. On se salua brièvement. « Hé, comment ça va ?» Ils me dirent qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir par ici, et que l'entrée des quartiers d'habitation avait été endommagée il y a 3 jours. Le terrain était fragile, composé de grès. En raison de l'humidité peut-être, l'intérieur de l'abri sentait mauvais. Les hommes avaient tous le teint pâle. Il y avait 6 soldats du corps d'infanterie de marine de Sasebo qui devaient aller à Sakurajima et qui étaient venus à Taniyama par erreur. On m'avait donc ordonné de les emmener avec moi. Tous les 7 alignés à l'entrée de l'abri, nous saluâmes les officiers de service avant d'emprunter toujours sous la pluie la route de terre rouge et de nous diriger vers l'arrêt du tramway municipal. En leur parlant, je découvris qu'ils étaient tous réservistes. Ils m'expliquèrent qu'on les envoyait réparer les torpilles humaines Kaiten et les bateaux-torpilles Shinyo. Ah bon? Ils ont déjà reçu des Shinyo à Sakurajima? Je ne sais pas, chef. Celui qui avait répondu était le soldat de première classe le plus âgé. Il paraissait avoir déjà dépassé les 40 ans. Il avait un air miséreux avec son treillis trop petit pour lui. Son paquetage aussi était petit. Il nous dit qu'il s'était retrouvé sans caserne après l'incendie du corps d'infanterie de marine de Sasebo, et on ne lui avait donné que très peu de vêtements. Voyant que mon paquetage avait l'air lourd, il insistait sans cesse pour le porter à ma place. Il avait l'air d'un honnête homme, mais il s'efforçait de suivre les règlements militaires à la lettre, une naïveté qui m'était insupportable. « C'est bon, je porterai le mien, » dis-je brusquement. Puis je marchai sans plus rien dire. Nous arrivâmes à la station. Notre groupe monta dans un petit tramway, dont on nous fit descendre après un court trajet. La ligne avait été bombardée, et la voiture n'allait plus que jusque-là. Nous reformâmes le rang pour nous remettre en marche, cette fois sur une route pavée. La ville de Kagoshima était à moitié en ruine. Seuls les bâtiments en béton armé avaient conservé leur apparence. Le reste était un champ de décombres épars. Par endroits, les bouches hydrauliques laissaient échapper des jets d'eau blancs. Les poteaux électriques étaient abattus, leurs lignes pendant juste au-dessus de la route pavée. Il pleuvait ici aussi, d'une pluie si fine qu'elle volait au vent comme des cendres. À l'extrémité des ruines, on voyait la mer et, au-delà, se dressait le pic de l'île de Sakurajima, désolé et noyé dans une fumée brunâtre. Je me dis, et moi, je vais au pied de cette montagne. Tout le monde gardait le silence. Mon paquetage pesait lourd sur mon épaule. Pendant que notre groupe attendait le bateau sur le quai, le ciel finit par s'éclaircir. Les nuages, en s'effilochant, commencèrent à laisser entrevoir un ciel bleu. Tous ceux qui attendaient le bateau avaient l'air hagards et ne parlaient presque pas. Les jeunes filles du guichet mangeaient des patates cuites à la vapeur. Étrangement, cela excita mon appétit. Détournant le regard, je m'assis sur mon paquetage pour observer la foule inexpressive. Je pensais à la fille de la nuit dernière. J'avais la drôle d'impression que les sentiments de cette nuit s'accrochaient à moi avec obstination. Ces sentiments, qui avaient quelque chose de doux, produisaient l'effet inverse et éveillaient mon dégoût envers les gens à l'expression vide qui se trouvaient sur le quai. Ils étaient aussi inexpressifs que des chevaux. Je fis claquer ma langue violemment. Les jeunes filles avaient partagé les pommes de terre avec les soldats, qui les mangeaient en se comportant comme s'ils craignaient mon regard. Le temps s'écoulait avec une lenteur pénible. Finalement,
Le bateau arriva, porté sur des vagues blanches. Nous montâmes à bord, il démarra, fendant les eaux troubles. Au bout d'un certain temps, on atteignit la rive opposée et on sortit la planche à débarquer. Nous mîmes pied à terre, les uns après les autres. On était sur l'île de Sakurajima. L'unité stationnait dans un lieu appelé Hakamagoshi, à 4 kilomètres à pied sur le chemin littoral. Je levai les yeux. Dans le ciel limpide, l'embrasement du soleil couchant se répandait en teintes vermeilles. Je sentis mon cœur s'alléger et mon humeur s'éclaircir. Je me mis à bavarder avec les soldats, puis notre groupe se mit en marche. Les arbres, parés de vert vif après la pluie, bordaient la route en suivant ses méandres. Nous passâmes par ce qui était apparemment une ferme et y achetâmes une grande quantité de poires. C'étaient de petites poires, dures et de couleur brune. Je remarquai alors qu'entre les arbres qui se dressaient en abondance, il y avait des poiriers sauvages, avec leurs fruits brunâtres pendant aux branches. Étaient-ce les poires dont la fille de la nuit dernière parlait? Me demandai-je en mordant dans le fruit, sans saveur et peu juteux. La nuit tomba. Le chant des cigales, qui emplissait toute la montagne, s'affaiblit aussi. Notre groupe rejoignit son unité dans la pénombre. Dans la falaise qui surplombait la route, 7 ou 8 grandes grottes s'alignaient, avec des arbres flétris et d'autres végétaux pour pauvre camouflage. Plusieurs bidons métalliques gisaient éparpillés devant l'entrée des abris, dont des soldats entraient et sortaient. Tous étaient d'âge avancé. On entendait le paisible clapotis des vagues. J'allai voir l'officier de service, lui remis l'ordre de déplacement de mon groupe de 7, et je laissai là les 6 hommes. Un soldat des transmissions arriva et nous partîmes ensemble vers les quartiers d'habitation. Ceux du personnel des transmissions se trouvaient près du sommet d'une colline. Je regardais le ciel, tandis que nous grimpions par un chemin de montagne sombre et difficilement praticable. À cause des cimes des arbres qui s'entrebêlaient, je ne voyais même pas les étoiles. C'est encore plus haut? Nous sommes presque arrivés, chef. Nous débouchâmes sur un chemin assez large et les cimes des arbres disparurent. L'un des côtés se mua en falaise, devant laquelle s'étendaient des eaux noires. Je sentis une faible brise sur mes paupières. De l'autre côté de la mer se trouvait la ville de Kagoshima, complètement obscure, sauf pour un endroit qui lançait des flammes rouges. À mes yeux d'homme fatigué, ce feu, doté d'une couleur étrange qui n'était pas de ce monde, paraissait flamber doucement et paisiblement. « Tous les soirs, ça brûle comme ça, » me dit le soldat, et j'éprouvai une étrange émotion à ces mots. Nous descendîmes par un chemin étroit qui nous mena au quartier d'habitation. L'entrée, plus petite que celle des grottes au pied de la falaise, avait ce même camouflage un peu agaçant de bambous et d'arbres, tandis que de nombreux câbles électriques rampaient sur la roche nue. L'abri semblait être en forme de U. Je me baissai et entrai. Le poste de transmission se trouvait tout au fond. Appareils émetteurs et dynamos y étaient disposés dans le plus grand désordre. Là, je rencontrai et saluai les premiers sous-officiers télégraphistes. Dans le passage menant au poste de transmission étaient alignées des couchettes et des tables, pour ainsi dire comme dans un quartier d'habitation. Une bouteille était posée sur l'une des tables, où un officier marinier buvait seul de l'alcool. Il était lourdement charpenté, mais décharné, avec ce visage au teint blafard propre aux soldats des transmissions. Au-dessus de ses joues émaciées, ses yeux troubles me fixaient, luisants. Il tenait d'une main un solide sabre tel que ceux que portaient les officiers de l'infanterie de marine. Les doigts de sa main qui entouraient la coupe d'alcool étaient longs au point d'en être en quelque sorte étranges. « Second maître Murakami ?» Je fis un salut. « C'est dur ici. Ce n'est pas parce que tu es sous-officier que tu pourras échapper à ton service du soir. Je ne permets ça sous aucun prétexte. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres bases, mais en tout cas, on est en première ligne ici. Les Grumman passent tous les jours. De toute façon, on va tous mourir ici. Jusqu'à ta mort,
Tu ne dois rien faire qui te rende ridicule ou te fasse montrer du doigt. » Il avait une voix éraillée, comme celle d'un vieillard. « C'est bien compris, chef. » « Moi, je suis le premier maître Kira. » Au moment où il aboya ces mots avec dureté, il détourna brusquement son regard qu'il avait jusque-là braqué sur mon visage avec insistance, et il ne chercha plus à regarder dans ma direction. Comme s'il m'avait oublié, il regardait fixement dans le vide, portant de ses longues mains sa coupe d'alcool à ses lèvres. « Je repars. » Après l'avoir salué, je fus conduit par un soldat jusqu'à la couchette qui m'avait été attribuée. Je fourrai mon paquetage dessous et enlevai mes vêtements mouillés. Du pied de la montagne, le son du clairon de la patrouille montait faiblement. Les lits étaient superposés et il y avait accroché sur celui du haut une nouvelle plaquette de bois sur laquelle mon nom, second maître Murakami, était écrit en caractères grossiers. Je grimpai à l'échelle et m'allongeai à même la couverture. Étendu sur le dos, je voyais une masse de fils électriques et de câbles dénudés accrochés juste au-dessus de mon visage. Ils captaient la pauvre lumière de l'éclairage intérieur de l'abri, brillant faiblement. Une pluie de sable fin semblait se déverser continuellement du plafond. Je fermai les yeux, immobile. Ce regard. Quel était ce regard inquiétant, qu'on ne voyait chez personne d'autre que les militaires. Leurs prunelles étaient emplies d'une lueur maniaque. Ce n'étaient pas les yeux de personnes ordinaires, mais ceux de maniaques. Le frisson qui m'avait parcouru le dos la première fois que j'avais croisé son regard n'était-il pas le premier présage de mon angoisse? À mesure qu'il comprendrait ce que je ressentais et ce que je pensais, c'était une certitude. Le premier maître Kira en viendrait sûrement à me haïr. Cette intuition était le fruit d'une expérience précieuse, acquise au cours de plus d'1 an de vie militaire. Ceux qui possédaient des yeux de cette sorte avaient toujours deviné sans erreur mon caractère, puis m'avaient tous haï, sans exception. « Quel sale type !» murmurai-je. Je ne savais pas combien de temps je vivrais à Sakurajima. Mais durant ce temps, et jusqu'à ce que vienne le moment de ma mort, le fait de devoir accepter cet homme en tant qu'officier supérieur m'enveloppait, avec amertume, d'un vague pressentiment de malheur. Les souvenirs de la nuit précédente m'apparaissaient comme ceux d'un passé distant. C'était un monde lointain, dans lequel je ne pourrais jamais plus retourner. Au bout d'un moment, je me mis à somnoler, puis tombai dans un sommeil profond.